Bonjour à toutes et à tous, le cours d'aujourd'hui va porter sur l'automne du Moyen-Âge, donc sur le lyrisme de la fin du Moyen-Âge et les poètes du XIVe et du XVe siècle. On y étudiera les grandes mutations de la fin de la période médiévale et notamment la transformation du lyrisme qui prend une allure plus personnelle. On verra les liens de cette évolution du lyrisme avec la période du XIVe et du XVe siècle, qui est une période beaucoup plus troublée que les siècles précédents, pour en arriver donc à la transition vers le XVIe siècle et vers la période de la Renaissance. Voici donc les grandes évolutions à noter pour la période du XIVe et du XVe siècle. Globalement, le XIVe et le XVe siècle sont une période d'établissement de nouvelles règles pour le jeu lyrique. La poésie du XIVe siècle marque notamment la rupture entre le texte et la musique. Jusque-là, dans la poésie courtoise, toute la poésie était écrite dans l'objectif d'être chantée. À partir du XIVe siècle, on va assister à cette séparation entre le texte et la musique. Or, pour compenser ce déficit musical et cette séparation des deux arts, va se développer une théorie des formes poétiques et une fixation des formes poétiques qui vont fonder en partie leur beauté sur la difficulté de composition, sur toute une recherche formelle qui va donc compenser la perte musicale. Le but du XIVe siècle va être de donner au vers sa musicalité propre, qui ne sera donc plus une musicalité mélodique, mais une musicalité formelle, avec la fixation de nombreuses formes qu'on va étudier, que ce soit le rondeau, la ballade, etc. L'autre mutation, donc, outre la forme, c'est la mutation des thèmes. On va voir que le jeu J-E de la poésie lyrique, qui était un jeu non personnel, va peu à peu se transformer, sous l'influence notamment du contexte politique, en un jeu davantage personnel. La nouvelle conjecture politique, donc, on en a déjà parlé dans un cours précédent, c'est une période extrêmement troublée avec la peste noire, le grand schisme d'Occident, etc., qui vont influer sur une création poétique plus ancrée au contexte historique et plus à même de faire part d'une pensée individuelle. Pour bien comprendre l'évolution du lyrisme à la fin du Moyen-Âge, il nous faut étudier, un peu différemment de ce qu'on a fait plus tôt pour le Moyen-Âge, des figures individuellement, et parmi elles, l'une des premières figures essentielles, c'est celle de Guillaume de Machaut, qui a joué un rôle très important dans cette séparation dont je vous parlais entre la musique et la poésie. C'est lui donc qu'on va étudier maintenant. Je vous renvoie, pour en savoir plus sur cette figure, à votre brochure. Guillaume de Machaut était donc un grand musicien et un grand poète du XIVe siècle. Et bien qu'il soit musicien et poète à la fois, c'est lui qui entraîne le premier cette séparation de la poésie avec la musique. Guillaume de Machaut, c'est un héritier direct des Trouvères. Il écrit des œuvres lyriques sacrées et profanes. Son œuvre lyrique est très importante, elle comprend près de 400 poèmes, dont 248 ballades, plus de 70 rondeaux, quelques 40 virelais, 80 lais, des complaintes, ainsi que des chants royaux, des formes dont on va reparler juste après. La productivité de ce poète justifie en partie son désir de codifier et de perfectionner les formes fixes. Il est le premier et l'un des plus importants promoteurs de ce qu'on va appeler le dit, D-I-T, qui est un poème narratif, ce poème narratif donc qui n'est plus chanté cette fois. Cette forme représente l'immense majorité de son œuvre. Il est notamment l'auteur du Voir-dit, dont vous avez des extraits dans la brochure. Guillaume de Machaut intervient donc dans la mutation du lyrisme vers ce qu'on va appeler le dit, cette poésie qui n'est plus chantée et qui caractérise vraiment la période de transition qu'est le XIVe siècle. On retrouve dans sa poésie de nombreux traits de l'esthétique courtoise. Toutefois, cette forme du dit ménage une place essentielle au jeu, J-E, autour duquel il s'organise, ou qui se situe volontiers de biais ou en observateur des scènes qu'il raconte.
Il y a donc déjà toute une personnalisation du jeu lyrique qui se teinte parfois de quelques références autobiographiques et on va voir que cette tendance va prendre de l'ampleur ensuite tout au long du XIVe et du XVe siècle. Avec Guillaume de Machaut, on est face à une véritable poésie de l'entre-deux et de l'intermédiaire entre l'esthétique courtoise qui est en déclin à partir du XIVe siècle, la poésie chantée, ce jeu fictif qu'on avait tout le long du XIIe et du XIIIe, et la poésie de la fin du Moyen-Âge, caractérisée donc par cette forme du dit, par l'éloignement progressif de la thématique du fin à mort, et par le développement d'un jeu lyrique plus personnel. Comme je le disais un peu plus tôt, la séparation de la poésie d'avec la musique va encourager la fixation de nouvelles formes poétiques. Dans cette fixation, Guillaume de Machaut joue un rôle très important, mais également d'autres poètes, et notamment Eustache Deschamps, dont on parlera juste après. Alors on peut citer un certain nombre de formes que je vous ai mises sur cette vue avec pas mal de détails pour essayer de faire en sorte que vous voyez le plus clair possible. Parmi ces formes-là, on va citer d'abord le rondeau, qui est une forme extrêmement représentée au XIVe et au XVe siècle. Le rondeau est hérité des rondes à danser, c'est-à-dire qu'il est ressenti comme une forme circulaire qui doit s'enrouler sur elle-même, d'où l'importance du refrain qui revient extrêmement fréquemment à l'intérieur du poème. Je vous encourage pour toutes ces formes poétiques évidemment à aller consulter votre brochure pour avoir une vision plus matérielle de la chose. Le rondeau est un genre bref qui suit souvent ce schéma que je vous ai mis sur la vue, donc AB, 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 AB avec des majuscules et des minuscules. Pour y voir plus clair, il faut imaginer les majuscules représentent le refrain, donc désignent les mêmes vers répétés, alors que les rimes sont désignées par les lettres identiques. Donc le premier vers du refrain est repris à l'avant-dernier vers, le deuxième vers est repris au dernier vers, et ce deuxième vers est également repris au quatrième vers. Ensuite, vous avez donc les mêmes lettres pour désigner les vers qui riment ensemble. Ça, c'est la forme du rondeau qu'on retrouve extrêmement fréquemment. Une autre forme très représentée à la fin du Moyen-Âge, c'est la ballade. Alors, à l'origine, la ballade est un poème de 3 strophes, puis il va évoluer en un poème de 3 à 5 strophes. Et chaque strophe se termine par un refrain d'un seul vers, qui est repris donc à chaque strophe. La ballade dérive d'une forme populaire ancienne liée à la danse. On retrouve dans ballade le latin balliare, qui signifie danser. Sa structure, au départ, est assez incertaine. On la confond facilement avec la forme du virelet dont je vais parler juste après, mais elle se fixe donc au XIVe siècle. Une autre forme poétique largement utilisée, c'est celle du laid, qui est une forme beaucoup plus complexe et beaucoup plus longue, qui tend également à se fixer vers le XIVe siècle. C'est une forme réputée extrêmement difficile. Le laid se caractérise par un nombre très élevé de strophes, en général 12 strophes, parfois plus. La dernière strophe du laid reprenant la structure strophique et rhymique de la première. Il y a donc une structure très complexe des strophes. Et pour ça, je vous encourage vraiment à aller lire les laits de la brochure. C'est comme ça que vous y verrez plus clair. Enfin, dans ce mouvement de fixation des formes, on peut citer le virelet, qui est un petit poème composé d'un nombre variable de strophes, qui fonctionne sur 2 rimes avec un refrain. Donc là, une forme beaucoup plus libre pour le coup. Je vous encourage à nouveau à aller voir la brochure. Parmi les poètes qui ont contribué à fixer ces nouvelles formes, il faut compter, outre Guillaume de Machaut, Eustache Deschamps, qui était quasiment son contemporain, un peu plus tardif, et qui est l'auteur du premier art poétique en langue d'oïl, l'art de dictier, en 1392. Il est donc un héritier direct de Guillaume de Machaut, mais il va pousser plus loin encore que lui la rupture entre musique et poésie, considérant pour sa part que la musique est une science qui s'apprend et que par conséquent, tout le monde peut pratiquer la musique alors que la poésie est innée et ne s'apprend pas. Le développement de cette nouvelle pratique de la poésie a évidemment été favorisé à cette période par les troubles politiques, mais également par le manque de formation musicale des poètes de son époque et par l'augmentation des lectures privées, donc sans possibilité d'accompagnement musical par opposition aux lectures publiques.
Ce qu'il faut retenir en outre avec Eustache Deschamps, c'est qu'il va déplacer des genres habituellement réservés à la lyrique courtoise vers d'autres thèmes, toutes ces formes dont je vous ai parlé plus tôt, et notamment le rondeau et le virelai, qui étaient utilisés pour reprendre des thématiques classiques de la littérature courtoise, peuvent tout d'un coup renvoyer à tous les thèmes possibles. Il introduit notamment des dialogues dans certains des poèmes, et notamment dans les ballades. Il ajoute un envoi à la troisième strophe de certaines ballades, alors que l'envoi était réservé jusque-là au chant royal. Il y a donc tout un mouvement de déplacement, d'élargissement de la thématique courtoise, de poursuite de la rupture poésie et musique, de jeu avec les formes qui est essentiel dans l'esthétique d'Eustache Deschamps et qui en fait une figure importante de transition vers l'esthétique de la fin du Moyen-Âge. Il est également, par ailleurs, l'auteur de nombreuses fables dont s'inspirera La Fontaine au XVIIe siècle. La tradition courtoise qui jusque-là dominait la poésie française, on le voit, subit de nombreuses mutations à la fin du XIVe et surtout au début du XVe siècle. Alors évidemment, cette tradition courtoise, elle nourrit encore à la fin du XIVe l'inspiration de nombreux poètes. L'esprit courtois est encore largement présent et il jette en quelque sorte ses derniers feux et se trouve pris surtout entre influence et rejet. On le voit sous les plumes de nombreux poètes, notamment sous la plume d'Eustache Deschamps, comme je le disais, mais aussi sous celle d'Alain Chartier, par exemple. Ce sont l'un comme l'autre des poètes qui rompent avec la tradition courtoise, tout en étant largement empreints. À ce titre, il faut citer La Belle Dame sans merci d'Alain Chartier, que vous avez dans votre brochure, et qui s'inscrit à la fois nettement dans la tradition courtoise, tout en prenant une grande distance vis-à-vis d'elle. Cette œuvre va jouer un rôle important, en fait, dans le déclin de la tradition courtoise. La Belle Dame sans merci est un poème de 800 vers, en strophes d'octosyllabes, qui met en scène une dame et un amant, dont le poète surprend la conversation. Donc déjà, il y a un déplacement de la thématique courtoise. On assiste aux plaintes de l'amant qui laisse la dame inflexible, d'où ce nom de Belle Dame sans merci, et qui vont encourager cette dame à dénoncer leur fadeur, leur caractère convenu et le manque de sincérité de l'amant. Ce qui est critiqué notamment dans cette œuvre par cette dame sans merci, c'est le chantage insupportable de la requête amoureuse courtoise, l'idée que les hommes multiplient auprès d'objets divers des serments de fidélité qui ne leur coûtent pas grand-chose et affirment qu'ils mourront s'ils sont repoussés, un pronostic par ailleurs régulièrement démenti. La question que pose ici ce personnage poétique, c'est pourquoi une dame devrait-elle, sous peine d'être jugée insensible et cruelle, aimer un homme au seul motif que pour sa part il est épris d'elle ou le prétend. On trouve donc là un raisonnement assez moderne et surtout une prise de distance vis-à-vis de l'esthétique courtoise, tout à fait représentative de cette tendance de la fin du XIVe siècle, à la fois à reconnaître un héritage de cette tradition courtoise et à émettre de nombreuses critiques vis-à-vis d'elle. Parmi les poètes qui vont prendre de la distance vis-à-vis des esthétiques du XIIe et du XIIIe siècle, il faut citer également Christine de Pisan, qui est véritablement une figure essentielle du XIVe et du début du XVe siècle. Christine de Pisan est à la fois poétesse et moraliste. Elle est rapidement veuve et elle décide, une décision assez originale pour l'époque, de ne pas se remarier. Et elle devient la première femme française à vivre de sa plume. Christine de Pisan est virtuose notamment dans la pratique de la ballade, mais aussi du rondeau. Et elle fait partie des poètes qui vont intégrer de nombreux éléments issus de son expérience personnelle dans sa poésie, ce qui constitue évidemment une évolution importante vers le lyrisme moderne. À ce titre, vous irez voir le poème « Celette suit », qui est l'un des plus célèbres de Christine de Pisan. Elle est connue aujourd'hui pour sa prise de position en faveur des femmes, notamment parce que Christine de Pisan a participé de manière active au débat intellectuel de son époque et qu'elle a notamment pris part à une des premières querelles littéraires françaises qu'on a appelée plus tard la querelle du roman de la rose. Vous irez voir à ce sujet votre brochure pour voir la réponse qu'elle écrit à la partie du roman de la rose rédigée par Jean Demain et ses critiques vis-à-vis du point de vue extrêmement misogyne de Jean Demain dans
sa partie du roman de la Rose, puisque vous savez que le roman de la Rose a été écrit en 2 parties, d'abord par Guillaume de Loris, ensuite par Jean Demain. Christine de Pisan est une autrice largement connue et lue à l'époque, chose que l'on sait notamment par le nombre de manuscrits conservés de l'époque et par la richesse de leurs ornementations. Autant de caractéristiques qui attestent du succès de ses œuvres. Elle va avoir également une grande influence au XVIe siècle, puis elle va être quelque peu enterrée dans les siècles qui suivent pour être redécouverte à la fin du XIXe, comme bon nombre de poètes du Moyen-Âge. On assiste donc, je l'ai dit à plusieurs reprises, à une double tendance vis-à-vis de la tradition courtoise au XIVe et au XVe siècle. Cette double tendance donne au lyrisme du XVe siècle sa physionomie propre. La tendance à la personnalisation du jeu lyrique, elle est également due à la période politique, aux contingences de la période et notamment au hasard des guerres. Et c'est ce qu'on voit notamment avec une figure comme celle de Charles d'Orléans. Charles d'Orléans, donc un célèbre prince prisonnier qui a été captif en Angleterre plus de 25 ans. Or, sa poésie, qui était au départ, à ses débuts, d'inspiration nettement courtoise, sous l'influence de Jean de Garancière notamment, un chevalier dévoué à la maison d'Orléans, et un poète qui a perpétué la tradition de Guillaume de Machaut et qui a transmis cette influence à Charles d'Orléans. Après cet emprisonnement, qui a donc duré 25 ans, et pendant cet emprisonnement, son œuvre va se modifier, et vont venir s'y ajouter quelques complaintes, des chansons, des caroles et des thèmes beaucoup plus personnels sur la fuite du temps, la mort, etc. Autant de thèmes beaucoup plus modernes qui vont l'encourager à délaisser peu à peu cette influence courtoise. Je vous encourage à nouveau à aller lire ses œuvres à l'intérieur de la brochure et à lire pour lui comme pour chaque poète que je vais citer ici, toutes les petites biographies que vous trouverez dans votre brochure qui sont un peu plus complètes. L'autre grand poète prisonnier qui va emmener le lyrisme vers des considérations plus personnelles, c'est François Villon, un nom qui doit peut-être davantage éveiller le souvenir chez vous, puisque c'est un poète qui a influencé largement la poésie postérieure, et notamment la poésie du XIXe siècle, une période de redécouverte des poètes médiévaux, et durant laquelle François Villon va faire figure d'exemples de premiers poètes modernes et de premiers poètes maudits surtout. À la différence de Charles d'Orléans, même si lui aussi est l'auteur d'une poésie de prison, si on peut dire, François Villon est un prisonnier de droit commun, puisqu'il est enfermé pour de multiples délits de vol, et puis surtout pour l'agression d'un ecclésiastique. Il a été soumis à la petite question, qui est une torture très sympathique du Moyen-Âge, sur laquelle vous pourrez aller vous renseigner, sur laquelle il a écrit quelques vers dans son œuvre. François Villon, comme Charles d'Orléans, et par des voies, donc on le comprend, tout à fait divergentes, enracinent l'un comme l'autre la revendication autobiographique de leur poésie, par des méditations toutes modernes sur le temps, sur la mort, sur des préoccupations tout à fait différentes de celles des siècles précédents. Outre quelques ballades dans le jargon des coquillards, d'interprétations assez difficiles et de quelques poèmes variés, quelques-uns liés à la cour de Blois, la plupart liés à ses démêlés avec la justice, l'œuvre de Villon se compose essentiellement de 2 poèmes en 8 d'octosyllabes, Le lait et Le Testament. Il faut également aller regarder la célèbre épitaphe Villon, dite aussi la Ballade des pendus, un poème qui va, pour le coup, être largement repris au XIXe et au XXe siècle. On en arrive donc, lentement mais sûrement, vers la poésie de la toute fin du Moyen-Âge, et à une dénomination particulière qu'on va donner à des poètes qui vont accorder tout d'un coup une immense importance à la forme, je vais en reparler plus précisément, et qu'on va appeler les grands rhétoriqueurs. Alors attention, cette dénomination, elle est impropre, elle repose sur un contresens commis à propos de 2 vers du chanoine de Reims, Guillaume Coquillard, un poète satirique, un peu dans la tradition de Villon. Mais malgré tout, même si elle est impropre, cette expression est entrée dans l'usage pour désigner une tendance de la poésie de cours du milieu du XVe siècle et qui va jusqu'au début du XVIe siècle.
Alors, tous les poètes, évidemment, de la fin du Moyen-Âge n'entrent pas dans cette tendance. Certains, comme Charles d'Orléans, sont largement réfractaires à cette tendance. Mais il se trouve que de nombreux poètes de la fin du Moyen-Âge montrent alors de nombreux traits communs. Ces traits communs, d'abord, ce sont des poètes de cour, en général rémunérés par le prince, qui font une grande place à la prose oratoire au service de leur prince, c'est-à-dire à la déclamation des poèmes. La place de l'amour va être de plus en plus réduite à l'intérieur de ces poèmes. Ils vont plutôt porter une immense attention à la forme. Ils écrivent en fait des dits strophiques beaucoup plus amples, avec des versifications souvent incroyablement complexes. Donc ce sont des poèmes qui peuvent par exemple se lire de haut en bas ou de bas en haut, des poèmes qui peuvent se lire uniquement par hémistiche, c'est-à-dire en lisant la première moitié du vers uniquement, qui peuvent se lire par colonnes, qui peuvent se lire parfois par vers entiers. Ce sont des poèmes dans lesquels on va trouver des acrostiches extrêmement complexes, dans lesquels on va trouver des rimes intérieures, des rimes inversées ou des rimes équivoquées. Je vous renvoie pour ça à votre brochure dans laquelle vous avez des explications sur ces différents types de rimes. Donc ce sont là des travaux dans lesquels l'importance de la forme est poussée à l'extrême. On trouve également des rimes reproduisant au long de la strophe les notes de la gamme, enfin toute une sorte de jeu sur la versification. Et une recherche globalement qui est celle de la virtuosité technique et de la prouesse verbale, qui vont amener à délaisser quelque peu les thèmes de l'amour encore un peu plus. Cette poésie de la fin du XVe siècle, elle manifeste un effort constant pour pousser les possibilités de la langue jusqu'à leurs limites extrêmes. Cet effort, il va être longtemps discrédité et va être l'objet de multiples sarcasmes au XVIe siècle, notamment sous la plume des poètes de la Pléiade. Mais c'est un effort qui a suscité récemment un nouvel intérêt et dont on trouve des échos dans une bonne partie de la poésie du XXe. Ce qui est important dans l'art des rhétoriqueurs, c'est que là encore, c'est à la fois l'influence et le rejet de cette recherche poétique qui va apporter beaucoup à la transition vers le XVIe siècle. Des poètes du XVIe siècle, et vraiment des poètes de transition vers le XVIe siècle, comme le sont Clément Marot par exemple, vont être des poètes largement influencés par l'esthétique des grands rhétoriqueurs et en même temps qui vont développer une poésie de la simplicité, largement en rejet avec cette esthétique. C'est souvent cette étude des grands rhétoriqueurs qui donne l'impression, à tort, que la Renaissance a totalement rompu avec les lettres médiévales. En vérité, bien évidemment non. Et vous verrez en étudiant le XVIe siècle qu'on trouve une grande quantité de thèmes en lien avec la littérature médiévale au sein du XVIe siècle. Vous pouvez aller lire certaines prouesses de ces grands rhétoriqueurs dans votre brochure. Et je m'arrête là pour la poésie de la fin du Moyen-Âge. Je vous encourage évidemment à ficher tous les auteurs que nous avons vus aujourd'hui, puisqu'ils font partie des notions sur lesquelles peut porter votre examen de partiel.